Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. Il est le boss, il est le patron du football mondial, souvent considéré comme un chef d'État, invité à des réceptions officielles de présidents, parfois de la République. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a une influence considérable, parfois redoutable, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Jean-Baptiste Guégan. Salut JB. Salut Clément, je Comment... croyais que tu parlais de moi. Ouais non, je ne parle pas de toi, tu n'as pas encore cette influence. Ouais, JB, contrairement à Gianni Infantino, contrairement à Luis Enrique qui est sur mon t-shirt. magnifique, c'est sur la boutique Leons de PU et je vous invite à le porter parce que dans la rue vous vous ferez arrêter, on vous dira champion d'Europe mon frère. Ouais, vous ne pouvez pas comprendre, je crois qu'on a compris maintenant Ah ouais. ce que vous voulez mettre en place à Luis Enrique. Et puis on a suffisamment parlé sur la chaîne YouTube de Paris United. Pour l'instant, on va parler d'un autre phénomène, un phénomène plus business, plus politique, celui de Gianni Infantino, qui a des tropismes américains. Hein. C'est ce dont on voulait parler aujourd'hui. Il se caractérise justement par un rapprochement avec l'Amérique, avec le football américain et avec le président des États-Unis, Donald Trump. La première question que je voulais te poser, Jean-Baptiste, est-ce que cette stratégie américaine de Gianni Infantino menace aujourd'hui l'équilibre du football mondial ? Ce qu'on voit avec Gianni Infantino, c'est qu'il développe le produit football comme le ferait une grande entreprise. Il a créé avec la Coupe du Monde des clubs une sorte de mastodonte qui va préfigurer une Coupe du Monde à 48, donc une première. Vous avez aimé la Coupe du Monde des clubs, vous allez adorer la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et Gianni, son idée, c'est de développer le produit football, et il le dit comme ça, quand il dit pas carrément aux jeunes footballeurs américains jouez au football parce que grâce au football, vous pourrez devenir riche et célèbre. Il a une certaine vision, alors très éloignée, hein, par exemple, de celle qu'avait pu avoir à une époque Michel Platini. Et son partenariat avec Trump, tous les deux se présentent comme de grands amis, hein, ça va probablement révolutionner le foot mondial. Et ça nous pose des questions sur ce qu'est Gianni Infantino et sur l'idée même qu'il a du foot. On les voit en photo, derrière toi, c'est magnifique. ces deux hommes au pouvoir, à des échelles différentes, mais au pouvoir très important, pour ne pas dire presque hégémonique. Est-ce que ces relations entre un chef d'État et un patron de la FIFA sont appropriées ? Alors approprié, ça dépend qui sert les intérêts de l'autre. Là, j'ai l'impression qu'ils se servent mutuellement. C'est-à-dire que Gianni Infantino va chercher sur le marché américain la croissance qu'il n'a pas encore pu trouver ailleurs. Et puis Donald Trump va se servir de la puissance du foot pour polariser son audience et puis pour, là encore, en faire passer ses messages. Je travaille là sur un bouquin sur Donald Trump et le sport. Et le football est un des éléments qu'il utilise. Quant à Gianni, lui sait pertinemment que ses revenus personnels étant indexés sur la réussite financière de la FIFA, il a tout intérêt à ce que ça perdure. Et puis, il y a aussi la question du mythe. Gianni Infantino, il est aussi en train de vivre son rêve américain. Justement, je rebondis sur ce rêve américain et sur Gianni Infantino. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu rapidement ? Je sais que tu voulais un peu parler de son parcours. On le connaît, il est dans le monde du football depuis assez longtemps désormais, mais il a succédé à Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Voilà, rapidement, si tu peux nous présenter un peu son parcours. Il en avait parlé lui-même à l'occasion de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, où il s'était présenté comme un migrant. Effectivement, c'est un Italo-Suisse, donc ses parents ont quitté l'Italie pour aller s'installer en Suisse. À l'époque, il avait des cheveux, il était roux. Il a vécu donc certaines humiliations à l'école. Il y a toujours eu cette volonté de revanche. C'est quelqu'un qui parle plusieurs langues et qui a travaillé justement avec Michel Platini comme secrétaire de l'UEFA. Et quand Michel Platini a été empêché justement de se présenter à la FIFA, c'est lui qui a pris le lead. Il devait représenter une certaine idée du football. Et puis on a vu que la seule idée qu'il représentait, c'était sa vision du foot, c'est-à-dire une vision qui est plutôt financière et économique. D'emblée, c'est lui qui est à l'origine de la création d'une ligue mondiale. En tout cas, il a essayé de la pousser. Ensuite, il a poussé la Super League en Europe. Et aujourd'hui, avec la Coupe du Monde des clubs, il amorce ça. Et c'est assez intéressant de le voir. Depuis qu'il s'est installé aux États-Unis, il a un discours qui est très simple. Le football sera le sport numéro 1 aux États-Unis dans 5 ans. Et puis, avec son humilité légendaire, il a dit « parce que j'y suis installé ». L'autre ambition aussi, c'est de réaliser son rêve américain. On l'a vu à l'investiture de Donald Trump. On le voit à peu près partout. Et on a vraiment l'impression de celui qui est en train de vivre le rêve américain et d'accéder finalement à un autre niveau de pouvoir et de puissance. Et c'est peut-être ça le plus gênant, c'est qu'aujourd'hui, le président de la FIFA, il rêve plus simplement de prix Nobel de la paix, il rêve de puissance tout court. Et l'alliance avec Donald Trump, elle dépasse de très loin le cadre du sport et des terrains de foot. Est-ce crédible le football, sport numéro 1 aux États-Unis d'ici 5 ans ? Objectivement, est-ce que c'est crédible ? On sait que ça se développe.
D'ailleurs, ils ont une sélection qui est plutôt pas mal, hein, Mm. qui fonctionne bien. Voilà, est-ce qu'on peut croire à ce rêve? Alors 5 ans, c'est peut-être ambitieux. Après, quand on voit la progression de la MLS, alors le niveau de jeu est relativement lent à s'améliorer, hein. On l'a vu lors du match entre le PSG et Seattle, on l'a vu aussi avec le niveau, hein, parfois désespérant d'Inter Miami. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans le foot aux États-Unis. Il n'y a jamais eu autant de jeunes qui le pratiquaient. Aujourd'hui, c'est le sport le plus pratiqué par les jeunes aux États-Unis, filles et garçons confondus. On voit la sélection américaine féminine qui est vraiment extrêmement performante, c'est l'une des meilleures du monde. Chez les hommes, ça plafonne un peu, puis le choix d'avoir sélectionné, enfin d'avoir pris Mauricio Pochettino comme sélectionneur, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée du monde. En attendant, il y a de l'argent, il y a des compétences, et puis il y a un développement business avec une Amérique qui est de plus en plus hispanisée, qui est toujours ouverte vers le reste du monde. Il y a forcément quelque chose à développer. Il y avait déjà eu cette tendance-là dans les années 70 avec Beckenbauer et Pelé. On avait eu ensuite la relance de la MLS avec la Coupe du Monde 94. Et là, on est dans le 3e temps de la croissance. Peut-être que ça va fonctionner. 5 ans, c'est peut-être ambitieux. Mais en tout cas, je pense que la MLS peut prendre une part non négligeable dans le sport global et les franchises sportives à l'américaine. Et en tout cas, de toute façon, ça servira à les intérêts de la FIFA et son développement. C'est une évidence. Cette américanisation, ce tropisme américain de Gianni Infantino, voilà, c'est un volet du développement du foot mondial, mais est-ce que ça profite à tout le monde? Parce que c'est un pan de sa stratégie, mais les autres, est-ce qu'ils tirent profit de cette américanisation? Alors, ta question elle est extrêmement pertinente parce que elle pose la question de savoir s'il y a une redistribution vers d'autres marchés. On peut imaginer que la Coupe du Monde des clubs, elle va servir, et c'est un peu l'objectif, hein, à financer en partie certains clubs asiatiques et africains. Il faut sortir, nous, hein, de notre européanocentrisme. On a la chance d'avoir un football d'élite, c'est pas le cas partout. Pour des clubs comme Boca, pour River Plate, mais pour aussi les clubs égyptiens, marocains, tunisiens qui participent à la Coupe du Monde des clubs. C'est une manne non négligeable. Et ça, Gianni Infantino l'a compris. D'abord parce qu'il sait que ça permet de faire monter en moyen le reste du football global de club, mais qu'aussi ça lui permet d'assurer sa réélection prochaine. Et ça, c'est quelque chose à considérer. Après, est-ce que cette américanisation va nuire? Ça dépend des réformes aussi, parce qu'aujourd'hui, ils pensent à réformer le jeu. On l'a vu avec la VAR automatique. C'est quand même celui qui a initié le plus de réformes de tous les présidents de la FIFA, et il continue. Il regarde le foot américain, il regarde le basket américain en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le produit. Et ce raisonnement produit, il va bouger, hein, aussi l'ADN du foot. On verra au terme de la Coupe du Monde 2026 comment ça s'est passé, parce qu'il va y avoir des défis. Il va lui falloir gérer avec son grand ami Donald Trump la présence de l'Iran sur le sol américain. Or, depuis les récentes frappes, justement américaines et israéliennes sur l'Iran, ça va être compliqué d'accepter les visas. On a vu qu'une équipe sénégalaise de basket, l'équipe féminine nationale, n'avait pas pu s'entraîner justement sur le sol américain faute de visa. Sur une Coupe du Monde à 48, la question va se poser. Il y a des tensions aux États-Unis à l'intérieur même du pays, justement parce qu'il y a une chasse aux immigrants clandestins qui a été lancée. Et puis il y a des tensions avec entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, pour des raisons qui sont multiples. Et la Trumpisation de la vie politique, elle va considérablement ennuyer Gianni Infantino, ou au contraire lui profiter, parce qu'à ce moment-là, il pourra dérouler son programme et le foot servira à cacher tout ça. Donc ça, on le saura après la Coupe du Monde 2026. De ce que tu dis, on a quand même le sentiment qu'il privilégie assez ses intérêts personnels au détriment du football à certains égards. Concrètement, le football pour lui, c'est aussi un outil personnel, c'est un outil de revanche. Je pense qu'il y a une vraie dimension psychologique dans sa manière de faire. C'est Gianni l'Américain aujourd'hui, après avoir été Gianni le Qatari. Il a vraiment pris finalement tout l'imaginaire qui l'accompagnait, et je pense qu'il est vraiment en train d'être sur cette trajectoire. Alors après, il faut toujours se méfier, hein. Le rêve américain, ça se transforme facilement en cauchemar. Et aujourd'hui, il est millionnaire en termes de patrimoine, mais il n'a pas le niveau de richesse de ceux à qui finalement il peut s'adresser. Et il existe aussi par la FIFA et par le football. Ça, il serait intéressant pour lui de ne pas l'oublier. Les relations d'affaires, ça dure le temps où vous avez la possibilité de vendre des choses. Le jour où vous en sortez, vous n'êtes plus rien. Ça, faut pas l'oublier. Souvenons-nous de ce qui est devenu Sepp Blatter. C'est l'hubris, hein. La stratégie de l'hubris, ça peut effectivement
perdre Gianni l'Américain. Jusqu'à quand il est au pouvoir, à la tête de la FIFA? Il est encore en poste pour plus de 3 ans. Pas de suspense pour la relève, ce sera lui. Pas de suspense, je crois qu'ils vont encore se présenter une fois. En attendant, alors il n'ira pas jusqu'à la Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite, mais il a tout fait pour que les Saoudiens l'obtiennent. Donc on peut imaginer que la fin de sa carrière sera dorée, sauf s'il est rattrapé par les affaires, souvenons de ce qui arrive à Sepp Blatter. En attendant, il a compris le rapport de force. Là où Sepp Blatter, en attribuant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, avait déclenché le scandale de la FIFA et le FIFA Gate, ce qui avait décapité la FIFA, Gianni Infantino a compris qu'il valait mieux être plutôt l'allié des puissants. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il fréquente davantage des dirigeants autoritaires, des dirigeants populistes ou autocrates. Grand ami de Vladimir Poutine aussi. On l'a vu beaucoup avec Xi Jinping. Son grand ami aussi, c'est Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien. Que des bonnes fréquentations, et je pense que c'est pas prêt de finir. Merci Jean-Baptiste pour cet état des lieux de Gianni Infantino, ton ami. Hein. Je dis ton ami parce que à force d'en parler, ça va devenir... C'est notre ami, Gianni. Ça va devenir notre ami sur la chaîne YouTube de Paris United. Si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter et à devenir membre de la chaîne YouTube de Paris United. Merci JB. Merci Clément. Merci à très vite sur la chaîne YouTube de PU. Ciao. Ciao.